C'est une première que l'on puisse vous recevoir dans ces plateaux pour le compte de l'hebdo. Vous avez un sentiment par rapport à Pour cette le compte de nouvelle l'hebdo, invitation? Oui. oui, mais j'ai eu à participer à un débat contradictoire Oui. dans le même plateau. Mais pour l'hebdo, c'est la première fois. D'entrée de jeu, l'actualité politique reste dominée par les échauffourées à l'est du pays. La population, je pourrais dire, en a marre de la présence de troupes onusiennes sur le sol congolais. Selon la population, elles ne font absolument rien. Je parle de la troupe ou des troupes. Alors, quelle est votre réaction à chaud par rapport à ce qui se passe à la partie est du pays? Je pense que le président du Sénat, lors de son séjour dans la partie est de la République, notamment au nord et au sud Kivu, vous savez qu'il vient de ses vacances parlementaires dans cette partie du territoire, il a communié avec la base et il a tenu ce discours-là pour dire que la MONUSCO était inféconde, que la MONUSCO qui était venue dans notre pays pour nous apporter la paix, ça fait pratiquement 23 ans, elle a été incapable d'apporter la paix. Malheureusement, la MONUSCO est malheureusement impliquée dans ce qui se passe dans la partie Est, notamment dans l'exploitation des minéraux de manière illicite, mais aussi nous avons des images qui se promènent dans les réseaux sociaux qui montrent bien que nos amis de la MONUSCO parfois sous-traitent pour les comptes des rebelles aussi. Donc le président du Sénat, conscient de cette réalité, mais aussi du fait que on attendait de la MONUSCO des résultats probants en ce qui concerne l'instauration de la paix dans la partie est de la République. Nous avons constaté par contre que la MONUSCO, après 23 ans, a été incapable d'apporter la paix dans la partie est de la République. Voilà pourquoi le président du Sénat a lancé le message qu'il fallait faire partir la MONUSCO, mais sans bousculade. Aujourd'hui que nous avons observé des manifestations dans la ville, vous savez, Goma, c'est le coin où la province du Nord Kivu où il y a beaucoup plus le grand nombre d'activistes de droits de l'homme. Okay. Il y a aussi beaucoup des associations pour le changement, tout ça, la Lucha. Ce sont les Filimbi, tout ça. Leur base, c'est le Nord Kivu, c'est le Sud Kivu. Donc, ils se sont appropriés du discours du président du Sénat pour faire partir la MONUSCO. Malheureusement, nous avons dénoté des cas, des pillages, ce que nous réprouvons, parce que dans notre logique, dans notre approche, il faut demander à ce que la MONUSCO quitte notre pays, mais sans casse. C'est cela aussi le discours du président du Sénat. Donc, ceux qui voudraient aujourd'hui charger les présidents du Sénat n'ont qu'à recourir au discours qu'il a eu à prononcer au Nord Kivu. Les images sont là. Donc, c'est de manière, en tout cas, c'est de mauvaise foi qu'on voudrait les responsabiliser pour lui faire porter les chapeaux de cas de dérive que nous avons constatés. Mais il est clair que nos amis de la MONUSCO doivent quitter le Congo parce qu'ils ne nous ont pas apporté la solution. Il reviendra maintenant au président de la République, au gouvernement de la République, parce que cela n'est pas simplement une volonté exprimée par la population qui devra aboutir au départ effectif de la MONUSCO. Il faudra que le gouvernement de la République puisse décider de son départ. Donc, pour la population a fait sa part et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Hein, des attaques contre les éléments de la MONUSCO, c'est ce que nous décrions et je crois que nous lançons même le message au niveau de la population pour leur demander de ne pas s'attaquer aux installations de la MONUSCO, de ne pas s'attaquer au personnel de la MONUSCO, mais de faire des marches pacifiques. Ils n'ont pas été envoyés par Bahati Lukwebo. Donc, la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît la liberté de manifester, et nous leur reconnaissons cette liberté, mais nous leur demandons d'agir, non pas en violant les principes des droits de l'homme, non pas en s'attaquant aux installations de la MONUSCO. Nous avons une question parce que vous êtes cadre de la FDCA. Dites-nous, dans quel angle de vue, vous personnellement, vous avez compris, vous avez perçu le discours de base de Lukwebo quand il dit, par exemple, il demande aux jeunes de pouvoir s'enrôler massivement à l'armée afin de faire de répondant aux gens qui nous attaquent.
Est-ce que ce n'était pas un canal idéal pour le président du Sénat d'envoyer aux jeunes à l'incitation ou cette incitation à la violence? Non, les discours, d'abord c'est un discours patriotique sorti de la bouche d'un nationaliste qui a constaté des failles, hein, mais aussi, puisque nous avons observé qu'au sein de notre armée, nous avons des problèmes, apparemment des problèmes d'effectifs aussi. Il a demandé à la jeunesse de pouvoir euh, Enrôler s'enregistrer, massivement. s'enrôler au sein de l'armée, parce que selon les professeurs Modeste Bati, la solution ne peut venir que de nous-mêmes aujourd'hui. La communauté internationale qui est incarnée par la MONUSCO nous a prouvé qu'elle était incapable de pouvoir nous apporter la solution. Voilà, il faut maintenant se rabattre sur nous-mêmes. Il faut non pas compter encore sur cette communauté internationale qui, au lieu de combattre à nos côtés, combat en réalité aux côtés de nos ennemis. Voilà, lorsqu'il y a des entrées des troupes rwandaises, la MONUSCO qui devrait intervenir, la MONUSCO ne fait qu'observer. Lorsqu'il y a des massacres dans les pays, à 1 kilomètre des installations de la MONUSCO, lorsque la population crie au secours, la MONUSCO ne sait pas intervenir. La MONUSCO ne bouge pas. Voilà, donc pour nous, c'est simplement c'est de la complicité. Lorsque la MONUSCO n'intervient pas, ça veut dire que la MONUSCO est complice. La MONUSCO veut que les Congolais continuent à mourir. Et dans l'autre temps, nous voyons des hélicoptères de la MONUSCO continuer à survoler l'espace aérien la nuit dans cette partie est. Pour faire quoi? Voilà, on s'imagine, on se dit, bien, ces gens sont dans l'exploitation des minerais. Où sont-ils réellement venus pour apporter la paix? Le Premier ministre a reçu hier dans son cabinet de travail, je parle de la primature bien sûr, il a reçu le représentant AI de Bintou Keïta, je fais référence à Kassim Diane, mais aussi le ministre de l'Intérieur, les Affaires étrangères, bref, un panel de gens pour trouver solution à ces problèmes qui minent nos compatriotes de l'Est du pays. Alors comment trouver ou jugez-vous cette attitude du gouvernement congolais? Ben, je salue l'initiative. C'est au cours de ces genres de rencontres qu'on peut trouver réellement une solution. Et je crois que le gouvernement devrait avoir le courage de dire clairement à la MONUSCO que nous avons entendu les cris des populations du Nord et du Sud Kivu qui demandent votre départ. Voilà, donc nous, ce qu'on attend, c'est que le gouvernement puisse aller dans cette direction, de pouvoir rencontrer les aspirations profondes de la population qui en a marre de la présence de la MONUSCO chez nous. Donc, je souhaite à ce que des résolutions sortent de cette rencontre pour que la MONUSCO puisse plier bagage. D'entrée des jeux, je pourrais dire que votre SOS est un peu entendu parce que le chef du gouvernement a dit que on va faire un retrait progressif de troupes onusiennes. Parce que s'ils vont directement comme ça, c'est maintenant une question pour nous de pouvoir nous organiser pour que lorsque la MONUSCO va partir, que l'on ne puisse pas connaître une grande cassure, je pourrais dire en quelque sorte. Il faut un échéancier. Parce que vous savez, ces discours-là de retrait progressif, c'est pas la première fois que nous écoutons ça ici au Congo. Il parle de retrait progressif. C'est du déjà entendu. C'est du déjà entendu. Il parle du retrait progressif. Il y a pratiquement 3 ans qu'on parle de retrait progressif. J'ai entendu dire qu'il y avait départ de 6 000 hommes et qu'il en restait encore 14 000. Donc ça, c'est pas un retrait. Je crois que c'est un discours politique. La vérité, c'est qu'il y a des intérêts économiques derrière la présence de la MONUSCO chez nous au Congo. Il y a des intérêts économiques. Et ces États qui sont derrière la MONUSCO ne sont pas prêts à lâcher prise, ne sont pas prêts à lâcher avec les ressources du Congo. Voilà, donc quand on parle de retrait progressif, c'est un langage diplomatique. Mais il faudra que le gouvernement puisse le contraindre à déterminer un échéancier qui permet à ce que ces retraits progressifs soient effectifs dans un délai bien précis. Par exemple, en déant 6 mois, on doit obtenir le retrait de toutes les troupes de la MONUSCO. Voilà, donc il revient au gouvernement de ne pas se laisser emballer dans ces discours qui nous fait endormir tous les jours ici, retrait progressif, alors qu'ils sont encore là, ça fait 23 ans. 23 foules qui sont ici. Voilà. Alors, de manière générale, les Congolais, de manière, je pourrais dire, unanime, se sont tous levés pour avoir un seul mot. Tout le monde n'écrit qu'au départ de la MONUSCO. C'est une première que nous puissions regarder dans une même direction, la République démocratique du Congo.
Parce que notre aspiration, c'est la paix. Aujourd'hui, tous les Congolais expriment leur ras-le-bol. Nous sommes fatigués de la guerre. Nous sommes fatigués de voir nos frères et sœurs se faire décapiter, charcuter comme de la viande à la boucherie. Vous voyez des images comment même les enfants ne sont pas épargnés. Même des femmes enceintes ne sont pas épargnées. Cette atrocité, cette violence que nous voyons dans la partie est de la République ne peut pas continuer, cher ami. Donc, je pense que tous les Congolais devraient unir leurs forces, unir leurs discours pour demander effectivement les départs de la MONUSCO. Ceux qui se taisent seront considérés comme des ennemis de la République. Voilà, ils sont des complices. Voilà. Et ceux qui s'attaquent à Modeste Bati pour avoir donné les temps, je me dis, ils jouent dans quel camp? Sont-ils dans les camps des Congolais qui souffrent, qui meurent tous les jours, ou sont-ils dans les camps de ceux qui pillent les ressources de notre pays à travers la MONUSCO? Alors qu'en est-il de la déclaration de Mbosso qui avait dit par le passé que nos députés, nos autorités, ceux qui sont à Kinshasa, qu'ils arrêtent de financer le mouvement terroriste, le mouvement rebelle qui continue à endeuiller la partie est de la République démocratique du Congo? Vous trouvez ces discours de Mbosso révolutionnaires ou bien c'est seulement fait de manière cosmétique pour amuser la galerie? Non, je ne crois pas que c'est cosmétique, mais l'histoire remonte déjà à 2003. Lorsque nous sommes à San City, avec tous ceux qui étaient des chefs rebelles et que nous avons accepté de composer avec eux pour qu'ils intègrent nos institutions politiques, mais aussi l'armée, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les rangs des politiques, nous avons ceux qui collaborent avec les rebelles. Tout à fait. Donc, il n'y a pas eu rupture de relation. Mais moi, j'ai été scandalisé. Une fois, j'étais avec un ancien ministre, hein, son téléphone sonne, je vois le nom de Bizimakara sortir son téléphone. Et puis, parle au téléphone dans une langue que je ne maîtrisais pas. Voilà, donc il y en a autant ici à Kinshasa qui sont sénateurs, qui sont députés, qui continuent. J'ai suivi un ancien rebelle aussi qui disait à la télévision, dans une émission, que c'est lui qui avait demandé à ce que les rebelles puissent relâcher les derniers otages. Quand il est dit comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un monsieur qui collabore. Ils sont en collaboration. Donc les discours de Mbosso ne fait que corroborer ce qui est déjà constaté par nous tous. Donc il y a, à travers le mécanisme de l'intégration, nous avons accepté qu'ils viennent dans nos institutions. Ils sont membres des partis politiques. Vous allez encore vous rappeler que le M23, qui était un mouvement militaire, s'était mué en parti politique et a participé aussi aux élections de 2018. Donc, dès lors que ces mouvements militaires, le gouvernement congolais lui donne la possibilité de se transformer en parti politique et d'intégrer les processus démocratiques dans les pays, ça veut dire que parmi ces élus qui siègent à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui continuent à collaborer avec les troupes rebelles. Alors, justement, parce que nous sommes dans ces chapitres, il y a récemment, tout récemment, le chef de l'État venait d'ouvrir à Kinshasa parce que vient de se fermer le sommet de l'EAC et la question a été débattue au cours de ce meeting, je pourrais dire, de cette messe de haut niveau diplomatique. Alors, pensez-vous que Kinshasa est en train de bien gérer cette histoire de guerre de l'Est parce qu'il y a un front diplomatique et militaire? Ben justement, c'est les deux fronts qui s'imposent. On ne peut pas aller dans le front militaire tout en laissant tomber le front diplomatique dans la mesure où cette insécurité peut faire incendier toute la région des Grands Lacs. Okay. Le problème de l'Est de la République, c'est un problème qui touche, c'est vrai, le massacre se passe ici au Congo, mais si la situation est mal gérée, toute la région risque de s'embraser. Donc, il faut l'approche diplomatique et les chefs de l'État, je crois qu'il est en train de très bien gérer la situation sur les plans diplomatiques, mais ce que nous réprouvons, c'est que au niveau de la communauté internationale, c'est pas encore reconnu officiellement l'agression rwandaise sur la RDC. Il ne se prononce pas clairement pour dire le Rwanda est impliqué. Voilà, malgré des indices de culpabilité qui établissent la responsabilité du Rwanda, mais vous allez vous rendre compte effectivement que la communauté internationale ne s'est pas encore prononcée clairement sur la question. Donc, on continue avec la voie diplomatique pour dénouer la situation, pour donner la position de la RDC vis-à-vis de cette crise, mais aussi
continue à pointer du doigt dans ces rencontres pour dire le Rwanda est impliqué. Le Rwanda est impliqué. Donc voilà. Alors, dites-nous, parce qu'on ne peut jamais parler de Nord Kivu sans l'Ituri, parce que c'est deux provinces qui étaient sous état de siège. Mais il y a vraiment une certaine progression, si on peut le dire comme ça, en Ituri. Il y a le rebelle qui s'y rend d'eux-mêmes. Il y a le chef des FPI EPIC qui s'est lui-même. C'est une première qui sort de son QG pour dire ouvertement il a demandé à ses troupes de pouvoir baisser la garde. On ne peut pas entretenir de rébellion, on ne peut pas continuer à tuer, on ne peut pas s'affronter avec l'armée de son pays. Comment jugez-vous l'attitude de ces gens-là? Mais je crois que les deux provinces, c'est vrai, sont butées à un problème d'insécurité, mais ça fait deux gestions. C'est vrai que la gestion, elle est militarisée dans les deux provinces, mais en termes d'efficacité, je ne crois pas qu'ils déploient les efforts de la même manière. Chacun des Les stratégies commandants sont militaires, différentes. selon les réalités de son terrain, je crois que les réalités diffèrent, hein. Donc chacun essaye de trouver la solution en répondant aux besoins pour lesquels les chefs de l'État les avaient placés. Et je crois que chacun à son niveau trouve des solutions pour les problèmes de l'Est. Chris Mukenzi, que doit-on faire pour qu'on oublie cette histoire de la guerre de l'Est? Parce que ça fait de décennies que nous vivons la même chose. La population de là-bas vit dans une angoisse permanente. Alors, on doit partir de Kinshasa, la solution doit partir de Kinshasa, ou bien on doit s'attendre à une solution, je pourrais dire, de l'Union européenne. Non, la vérité c'est que la résolution de ces conflits ne dépend pas que de la RDC. Si cela ne dépendait que de nous, avec tout ce qui a été pris comme initiative, comme démarche entamée, je crois qu'on aurait déjà mis fin à la guerre. Déjà à l'époque du président Kabila, avec des opérations Sokola 1, Sokola 2, Amani 1, Amani 2, tout ça. Avec toutes ces opérations, on pouvait déjà résoudre le problème. Donc, comme j'ai dit, ça ne dépend pas que de nous. Des régions, les pays de la région sont impliqués. Oui. Si nous, on décide d'imposer la paix, et que le Rwanda décide de faire la guerre, si l'Ouganda décide de continuer à faire la chauve-souris en RDC, et que nous, on s'engage dans la voie de la paix, ça veut dire que la paix ne dépend pas que de nous. Évidemment. Voilà pourquoi l'aspect diplomatique est aussi importante pour pouvoir trouver... Parce que l'avantage avec la diplomatie, c'est que ça minimise comment on appelle ça, les dégâts collatéraux. Les effets collatéraux. Les effets collatéraux, tout ça, les dommages collatéraux. Donc, c'est un aspect qu'il faut privilégier, parce qu'on dit la diplomatie ou les dialogues, c'est la voie royale qui permet à ce que les choses se passent dans le calme. D'un autre côté, on est obligé d'utiliser la voie militaire. Voilà pourquoi le président du Sénat appelle les jeunes à s'enrôler aussi à l'armée pour pouvoir aller défendre les drapeaux. Donc, nous marchons sur les deux béquilles diplomatiques et béquilles militaires, et c'est seulement de cette manière qu'on pourra apporter la paix dans le pays. La semaine dernière, parce que l'actualité l'oblige, il y a eu des points de presse en cascade à Kinshasa. Franck Diongo, il y a eu Kabou, il y a eu Justin Bitakwira qui sort de son silence pour condamner et fustiger les propos tenus par l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce ça valait la peine ou bien on devait simplement faire passer les bruits? Ben, je crois que ce sont des politiques. Les politiques, ils communiquent à travers ces mécanismes-là, des points de presse, qui malheureusement traduisent la frustration. Voilà. La République ne peut pas se limiter à gérer les frustrations des hommes politiques. On est beaucoup plus concentré à résoudre des questions des populations, pas des questions des politiques qui sont en mal de positionnement. Voilà. Donc, le pays ne peut pas s'arrêter pour un individu qui ne retrouve pas sa place au sein des structures de l'État. Encore qu'on n'aura pas la place pour tout le Congolais. Mais je dis quelque part que c'est comme une équipe de football qui ne peut prendre que 11 joueurs dans les stades. Les autres joueurs sont où? Ils sont sur les bancs des touches. Lorsqu'un joueur se blesse dans les terrains, on prend un réserve pour les faire entrer. Voilà, pour les remplacer. Donc, je crois que ceux qui sont dans le terrain sont, je ne sais pas s'ils sont très habiles, qui fait que ceux qui sont sur les bancs, le coach ne sait pas les faire entrer
Et il voit les chronomètres du match aller vers les 90 minutes. Il commence à s'agiter. Donc, c'est effectivement ce qui se passe. Les gens se disent, ben, on attendait de Tshisekedi un poste quelque part. Je parle notamment de Franck Diongo. Hein, et 2023 approche. Mais comment j'ai fait pour aller aux élections, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il commence à mettre la pression. En fait, c'est la pression. La pression. Malheureusement, une pression très mal gérée, qui fait que l'homme se contredise sur ses propres propos. Qu'est-ce que vous voulez insinuer quand vous dites cela? Non, mais l'homme s'est contredit parce qu'il n'y a pas de cela 3 mois. L'homme est passé dans les médias pour saluer les efforts de ses gouvernements, pour dire que c'était un gouvernement de warriors, c'était un gouvernement qui s'engageait à résoudre les problèmes des Congolais. Il faisait des prouesses et tout. Mais lorsque vous suivez la même personne dire que la gestion de Kabila a été mieux que la gestion de Tshisekedi, moi je tombe de mon siège. Voilà, j'ai dit, mais c'est la même personne ou ce sont des esprits mauvais qui l'habitent maintenant? Voilà, donc on se pose des questions. Et on comprend qu'on a un déficit d'hommes politiques dans ces pays, des hommes d'État qui s'assument, qui, lorsque la navire va en chavirant, ils s'assument jusqu'au bout. Nous sommes de l'Union sacrée. On assume notre bilan. Positif, on l'assume. Négatif, La même chose. on l'assume. Voilà. Malheureusement, il y a de ceux qui sont là qui ne veulent pas assumer. Alors qu'ils occupent des postes au sein du gouvernement, des postes des mandataires. Mais chaque jour, sur les plateaux de télévision, ils disent, tu sais qu'il ne fait rien, alors qu'ils ont des ministres au gouvernement. Il faut d'abord aller voir les portefeuilles qu'occupent leurs ministres, comment ça fonctionne, avant de pouvoir gérer, de juger l'action de tous les gouvernements. Mais quand Diongo dit, par exemple, la gratuité a lamentablement échoué, en quoi est-ce que ça dépite? Pourquoi est-ce que ça dérange? C'est un point de vue qu'il a émis simplement. Échouer sur base de quoi? Voilà, de vraies questions. Il faut qu'ils nous disent sur quel point la gratuité de l'enseignement a échoué. J'ai vu les gouvernements prendre en charge les enseignants. J'ai vu les gouvernements majorer les salaires des enseignants. J'ai vu les gouvernements construire des écoles. Parce qu'on nous a laissé entendre ici qu'il y avait 1000 écoles construites dans ces pays. Alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Voilà, Diongo devrait, en principe, interpeller ceux-là qui nous avaient dit qu'il y avait 1000 écoles. Pourquoi on ne pose pas la question à ceux-là? Alors que l'argent est sorti du budget de l'État pour la construction des 1000 écoles. Mais elles sont où ces écoles? Même ici à Kinshasa, elles sont où? Donc, je crois qu'il pose la mauvaise problématique. Mais moi, je suis en contact avec des amis qui ont bénéficié de la gratuité d'enseignement pendant 3 ans. Des collègues des services qui m'ont dit, mon cher ami, moi, ça fait 3 ans que je ne paye pas les études de mes enfants. Ce sont des Congolais qui profitent. La gratuité a pris en compte plus de 4 millions d'élèves congolais. C'est ça la vérité. Donc je crois que le discours de Franck Diongo, c'est un discours, comme je dis, d'un monsieur qui est frustré, qui attendait à ce qu'on lui sert quelque chose sur le plateau, mais malheureusement, ça ne vient pas. Alors, comment jugez-vous les comportements de politique d'un jour? Est-ce qu'on on devient opposant à partir de quel moment? On est aux affaires, lorsqu'on quitte, on devient opposant, ou bien on est opposant en amont? Voilà, je crois que la meilleure opposition se dégage lorsque nous sortons des élections. Okay. Il y a une majorité qui se dégage et une opposition qui fait une déclaration d'appartenance à l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Ceux qui font la déclaration d'appartenance à la majorité s'inscrivent sur une liste et les autres disent « Ok, nous on fait de l'opposition ». C'est en ce moment-là. Et cette opposition, c'est en rapport avec le programme du gouvernement qui est présenté à l'Assemblée nationale. Ces programmes pour lesquels les députés nationaux investissent le gouvernement. Voilà. Donc c'est sur base de ces programmes-là seulement que l'opposition peut dire, ils avaient présenté un programme de construction de 1000 écoles. Ils ont dit que l'échéancier pour la construction de ces 1000 écoles, c'était 2 ans. Nous sommes au bout des 2 ans. Où sont les 1000 écoles? C'est ça la vraie opposition. Et c'est ça l'opposition républicaine. Mais nous constatons quoi dans notre pays? Nous constatons aujourd'hui des gens qui étaient dans la même coalition. Un matin, le président de la République décide de rompre cette coalition. Des gens qui avaient des privilèges, qui avaient les tapis rouges, qui avaient des gardes-corps, avec la rupture, n'ont plus accès à ces privilèges-là. Ils se disent opposants. Alors qu'ils se disent opposants, en réalité, ce sont des frustrés politiques. Parce qu'on leur a ravi les beefsteaks.
C'est le cas de tous ceux qui s'appellent opposants aujourd'hui. Nos amis du FCC, moi je ne les ai jamais considérés comme des opposants. Parce que le programme quinquennal qui a été présenté à l'Assemblée nationale, c'est un programme qui a été présenté par Ilon Kamba, qui est venu de ces groupes-là, durant l'IFCC. Est-ce que nos amis qui se disent opposants du FCC s'opposent à leur propre programme qui a été présenté par Ilon Kamba? Parce qu'avec Sama Lokonde, c'est la continuité du même programme. Voilà, il faut qu'ils nous disent clairement. Sinon, nous, on les considère comme des frustrés qui ont été mis dehors comme une femme adultère par son mari. Tshisekedi les a chassés du régime. Il a vu que cette coalition n'aidait pas la République à avancer. Il a décidé de rompre. Certains ont tendu la main au président de la République. Il a continué avec eux. Ceux qui n'ont pas voulu lui tendre la main, ils sont restés dans la frustration, pas dans l'opposition. Ce qui justifie leur critique farouche, hein, même brutale, le langage qu'ils ont aujourd'hui. Ce langage d'incompétents, ce langage de jouisseurs commence seulement à partir du moment où la rupture est intervenue. Alors dites-nous un peu, comment jugez-vous l'attitude de... Parce qu'il y a beaucoup de défections dans l'ensemble pour la République, hein, le parti que gère Moïse Katumbi, j'ai envie de dire. Alors, Moïse Ozang, il s'en va, le ministre Mwando, on peut dire la politique de la sous-traitance politique marche bien ou ça continue à respirer au sein de l'Union sacrée? Non, ce sont observés. À chaque année préélectorale, il y a de mutations politiques qui se font dans le pays. Ça va dans tous les sens. Parce qu'on cherche le positionnement. Ça va dans tous les sens. Il y a des camps qui vont se consolider, qui vont devenir plus forts pour les élections. Et il y a un camp qui va s'affaiblir. C'est toujours comme ça la veille des élections, l'année préélectorale. Nous l'avons observé en 2018 avec la création du FCC, nous l'avons vu. Et même en 2011 avec la création de MP, nous avons vécu la même chose. Les gens quittaient les rangs de l'opposition vers les rangs du pouvoir parce qu'ils avaient des indicateurs précis que le président de la République allait faire un second mandat. Aujourd'hui, l'homme politique qui veut être aux affaires demain, il fait sa lecture, il dit, ok, à l'allure où je vois les choses, Tshisekedi va faire 2 mandats. Voilà, il consolide les camps de Tshisekedi. Parce qu'ils disent qu'il a un bilan à présenter sur la gratuité, il a un bilan à présenter sur comment il a combattu l'impunité avec l'instauration de l'IGF. On a vu les efforts qui ont été entrepris dans la construction des routes. Ils voient tout ça, ils disent, ok, selon les échos que nous avons, ce gars ici va faire un second mandat. Et il vient consolider son camp. Voilà, ça se passe comme ça dans chaque année préélectorale et on ne condamne pas ceux qui viennent vers Tshisekedi et on ne condamne pas non plus ceux qui quittent parce qu'ils ont été frustrés. Alors venons-en à la question des motocyclistes, parce que ça fait couler donc aussi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a venu décider que le motard ou le motocycliste devrait avoir le casque, c'est-à-dire le conducteur et les 2 clients qui seront au-dessus de la moto doivent mettre le casque. Comment jugez-vous cette attitude du numéro 1 de la ville? Je crois que c'est... Dans d'autres pays, ce n'est même pas une mesure à prendre. C'est normal que le conducteur d'une moto puisse porter une casque. On ne va même pas le lui demander. Voilà, c'est comme celui qui conduit son véhicule qui doit mettre sa ceinture de sécurité. Les casques, c'est... Donc c'est automatique. Mais c'est automatique, c'est une protection pour le conducteur. Voilà, mais vous savez comment les choses se passent chez nous ici. Il y a beaucoup d'incivisme dans le pays. Il faut à tout moment taper sur les gens. Mais il faut aller plus loin. Il faut identifier les motos. Est-ce que le gouverneur a pris des mesures dans ce sens-là? Parce que, voyez un peu la scène qui s'est produite. On a brûlé les véhicules, le véhicule de la dame oui, qui a été victime, hein, malheureusement. On ne sait pas identifier les motards qui brûlent. Parce qu'il n'y a pas d'immatriculation. On ne sait pas identifier la moto parce qu'il n'existe pas de surveillance routière, des caméras sur la route qui permet à ce que l'on flash sur un véhicule qui passe, qui dépasse la vitesse requise. Maximale. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut faire dans la ville. Vous savez, le régime ici a l'avantage d'avoir en son sein beaucoup de Congolais de la diaspora.
Ils ont vu comment les choses se passent à l'étranger. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à appliquer cela. On dit Ici dans le pays. le contexte il est différent, le contexte congolais n'a rien à voir par exemple à celui de la Belgique, de la France ou de l'Irlande, si on peut ne citer on peut citer que ces trois pays-là. Non, mais pour avoir l'assurance des motards, qu'est-ce qu'il faut? C'est quel contexte? C'est une décision. Pour faire des vignettes pour les motards, qu'est-ce qu'il faut? Des permis de conduire pour des motards. Ils n'ont ni permis. Le motard n'a que son contact. Voilà. Et Non, où ils apprennent à conduire la moto? Ils apprennent où? Il n'y a pas d'auto-école pour la moto. Il n'y a pas de permis pour la moto. Il n'y a pas d'assurance pour la moto. Il n'y a pas de plaques d'immatriculation pour la moto. ça vient d'être lancé Il n'y a maintenant. pas de vignettes pour la moto. C'est autant des choses qui font que on puisse aussi renflouer les caisses de la ville. Voilà, si nous avions un gouverneur qui est un bon manager, ce sont des opportunités pour renflouer les caisses de l'État, les caisses de la ville. D'abord, comment gérez-vous la conduite automobile de notre pays quand vous roulez à Kinshasa? Un civisme total. Nous avons un problème de mentalité, je crois. Et moi, je me dis, le minimum qu'on devait exiger aux conducteurs, c'est d'avoir un diplôme d'État. J'ai l'impression que tous ceux qui créent les embouteillages, là, excusez-moi l'expression, mais je crois que ce sont des gens qui n'ont jamais été à l'école ou qui se sont arrêtés à un certain niveau. Parce qu'un homme qui a étudié, qui a la raison, ne peut pas se fourvoyer dans un tel désordre. Mais aussi, parfois, ce sont les autorités eux-mêmes qui, lorsqu'ils sont avec leur Jeep, Oui. même si tout le monde se trouve sur sa bande, lui vient créer une seconde bande parce que c'est une autorité. Et ça doit cesser. Mais ça ne cessera pas parce que moi je le dis sur les plateaux. Il faut que les autorités en décident. C'est-à-dire qu'il faut Voilà. de mesures drastiques. Il faut des mesures drastiques, des mesures d'encadrement. Tous les pays se gèrent ainsi, avec des mesures drastiques et des mesures d'encadrement. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, Chris Mukendi? Vous mettez un casque, vous descendez, moi je prends le même casque que j'y mets. Est-ce qu'on ne peut pas connaître de maladies infectieuses? Les casques, c'est pour la protection. Et je sais que malheureusement, ça sera très compliqué parce que je ne sais pas combien de gens vont mettre les mêmes casques. Vous soulevez un problème très important. Oui. Hein. Mais bon, je crois que la priorité pour les casques au Congo, c'est beaucoup plus pour les conducteurs. On a toujours vu que la priorité, c'était pour les conducteurs. À moins que ce soit des motos domestiques. Pas des motos pour les transports. Pour les motos domestiques, un couple peut sortir. C'est la même femme que vous portez derrière vous qui met le même casque chaque jour. Vous voyez? Vous sortez avec des amis, l'ami peut porter les casques. Mais bon, je ne sais pas, les casques sont faits par de quelle matière c'est fait. Si ça peut empêcher la contamination, c'est bon, mais c'est très dangereux quand même. Mais les voix s'élèvent, d'aucuns pensent que pourquoi on ne pouvait pas faire genre au Danemark. Là-bas, ils ont des trottoirs. Parce que c'est le premier pays de vélo au monde. Là-bas, ils utilisent beaucoup plus les vélos que le véhicule. Alors, ils ont des trottoirs. On a créé un canal pour permettre aux motocyclistes et aux gens qui conduisent les vélos de pouvoir se déployer tranquillement au lieu de pouvoir entasser la route, empêcher les véhicules de pouvoir se déployer facilement. Mon cher ami, nous avons des problèmes beaucoup plus importants à résoudre. Le problème du ventre des Congolais. Tout ça, c'est bien beau. Mais ça, c'est le développement. Nous n'avons pas encore atteint les stades de ce développement-là. Nous devrions encore travailler sur le plan de l'agriculture. On doit créer de la nourriture. Les Congolais doivent manger. On dit ventre affamé n'a point d'oreille. Tout ça, c'est bien beau. Tu sais qu'il est en train de construire des routes ici, mais qu'est-ce qu'on nous dit, nous communicateurs? Tourlia Banzela. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un problème majeur à résoudre. C'est le problème de la faim, de la misère, de la pauvreté. Je crois que les gouvernements devraient beaucoup plus mettre l'accent là-dessus. Et c'est comme les besoins, comme la pyramide d'Abraham Maslow. Aussi longtemps que les besoins physiologiques ne sont pas atteints, Oui. vous n'allez pas chercher le sommet de la pyramide. Hein. On y va lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Avant que l'on atterrisse, on va parler de la tournée, je veux dire, du professeur Barati Lukubo, c'est-à-dire de son récent séjour à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, de quoi il en était question? Il faut d'abord dire qu'il était question des vacances parlementaires. Le Parlement se trouve en vacances. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout comme du Sénat, mais aussi la Constitution,
veut que pendant les vacances parlementaires, chaque élu retourne dans sa circonscription électorale pour communier avec sa base, voir ce qui se passe sur terrain, prendre les préoccupations de la population. Et au retour, les députés, tout comme les sénateurs, font ce qu'on appelle rapport de vacances parlementaires, qu'on dépose au bureau du Sénat qui envoie au gouvernement. Parce que ce sont les députés qui connaissent les vrais besoins de la base. Le gouvernement agit sur base des rapports faits par les députés et sénateurs. S'il y a des problèmes d'addiction d'eau, le gouvernement, ok, il constate que selon les rapports qui nous est venus du Sénat, dans tel coin, dans tel autre coin de la République, il y a des problèmes d'eau et le gouvernement agit. Donc c'était dans ces cadres-là, des vacances parlementaires, prioritairement. Mais des deux, c'était aussi parce que le président du Sénat avait des œuvres à inaugurer là-bas, dans le cadre de sa fondation, Fondation Bahati Lukwebo. Il a une fondation, il a lancé de construction des écoles là-bas, construction des hôpitaux et des marchés, et c'est dans ces cadres-là qu'il s'est retrouvé là-bas. Mais il n'a pas raté l'occasion aussi de pouvoir communier avec la population, avec son discours, qui demande aujourd'hui à la MONUSCO de pouvoir plier bagage. Donc c'est dans ces cadres-là que le président du Sénat s'est retrouvé chez lui, dans le nord et dans le sud Kivu, pour pouvoir remplir sa mission constitutionnelle, mais aussi communier avec la population du nord et du sud Kivu. Mais une certaine opinion pense que Bahati est un leader qui n'a pas de substance, parce que là-bas, il n'a aucun engouement, il n'a pas de base, c'est quelqu'un qui vient bomber les torses seulement à Kinshasa. Là-bas, il ne représente absolument rien là-bas au sud Kivu. Pourquoi se rendre là-bas du moment où on sait que là-bas, on n'a pas d'épaisseur? Mais il se fonde sur quel élément, critère pour l'évaluer? Parce que Bahati, dans le sud Kivu, est celui qui a le plus grand nombre d'élus provinciaux. C'est encore lui qui a le plus grand nombre d'élus nationaux, toujours dans les Sud Kivu. C'est encore Bahati dans les Sud Kivu qui avait un gouverneur, Théo Ngwabidje, qui est en place. Et au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, Bahati représente la deuxième force politique dans le pays. Donc, je ne sais pas sur base de quels indicateurs les gens peuvent dire que Bahati n'a pas d'ancrage, tout ça. Voilà. Donc, vous voulez que Bahati, quand il passe ici, qu'il soit suivi comme Fali Poupa ou comme Jibem Piana? Non, c'est un politique, c'est un homme politique. Il n'est pas une star. Il n'est pas une vedette. C'est un homme politique et on évalue l'homme politique selon le poids qu'il apporte dans les institutions. Et Bahati, ce n'est pas le moindre au niveau de l'Union sacrée, mais aussi au niveau de la République. Mais pourquoi il cherche à mettre les autres mal à l'aise? Par exemple, depuis que j'ai reçu tout récemment ici quelqu'un de l'UNC qui me dit, depuis que le président de l'UNC est sorti de, de son incarcération, ça commence à s'agiter dans les rangs de la FDCA. Mais la FDC n'a pas à s'agiter avec l'acquittement de Vital Kamere. Je rappelle à l'ami de l'UNC qui était sur votre plateau qu'en 2021, lorsque l'UNC a organisé la marche pour demander la libération des Camérés, la FDC a marché avec nos amis de l'UNC. Il ne faudrait pas rivaliser les deux frères. Ils sont du même coin. Il faut éviter de faire de la polémique sur ces plateaux. Moi, j'évite de faire de la polémique. Vital Kamere était directeur des cabinets du chef de l'État. Il a été incarcéré. Bahati n'est pas le substitut de Vital Kamere dans le Sud Kivu. Bahati au Sénat, Kamere était à la présidence. Donc, s'il faut revendiquer quelque chose, puisque le chef de l'État lui-même considère que Vital Kamere est un homme correct, un homme droit, il a dit, mais pourquoi il ne le rétablit pas à son poste de directeur de cabinet? Voilà. Donc si Kamere a à se prévaloir d'un poste, c'est le poste de directeur de cabinet. Maintenant, le problème c'est quoi aujourd'hui? C'est que les amis disent que le chef de l'État doit nommer Vital Kamere comme Premier ministre. Mais il y a un problème qu'il faut résoudre. Pour que Kamere devienne Premier ministre, il faut que Bahati quitte le Sénat. Parce qu'on ne peut pas, selon les principes de la géopolitique, avoir à la tête de deux institutions deux membres
Ressortissants d'un même coin. ressortissant d'un même espace géographique. Bati est du Sud Kivu, Kamere est du Sud Kivu. Donc voilà pourquoi ça vous Donc transgresse. c'est Kamere. Non mais en fait c'est eux qui font les attaques. Ils pensent que Bati doit être éjecté. Voilà pourquoi ils commencent à créer des dossiers. Dossier parcelle Avec les CC. Bati à Botolinda quoi, Bato Les SCC. CC. Bati à Sombi même ligue. On crée des dossiers comme ça pour créer des problèmes à Modeste Bati afin qu'il tombe en disgrâce auprès du chef de l'État Afin pour qu'ils soient enfin, évincés. enfin qu'il soit évincé et de permettre la possibilité pour les amis de l'UNC d'avoir Vital Kamerhe comme Premier ministre. C'est ça les calculs de nos amis. Et nous connaissons ces jeux. Et nous n'allons pas tomber là-dessus. Nous disons que nous travaillons pour l'unité de l'Union sacrée. Chaque acteur au sein de l'Union sacrée a une partition à jouer. Le président du Sénat joue sa partition. Vital Kamerhe jouait sa partition au sein, au niveau de la présidence comme directeur de cabinet. Si les amis cherchent un positionnement pour Vital Kamerhe, ils devraient voir ailleurs et ne pas se servir de la position du président du Sénat pour un tremplin afin de leur permettre d'atteindre leur objectif. Les gens se déclarent déjà. Déjà, on a même Gaston Dindo qui se déclare candidat président à l'élection présidentielle 2023. On a Franck Diongo, on a Moïse Katumbi, on a Martin Fayoulou. Et en fait, on a une liste déjà, je pourrais dire, rallongée. Alors, c'est quoi la position de Bahati Lukwebo? Je souhaite bonne chance à tous ces candidats qui se sont prononcés. Mais faudra-t-il encore matérialiser la candidature en payant les 100 000 $ de caution? Nous leur souhaitons en tout cas de le payer. La position de Modeste Bahati est connue depuis pratiquement 2 ans. Modeste Bahati a dit qu'il accompagnait les chefs de l'État pour son second mandat et qu'il n'avait pas des ambitions placées à ce niveau-là. Donc nous laissons aux autres la possibilité, l'opportunité, comme ils en ont eu, de pouvoir exprimer leur candidature. Nous, ce n'est pas notre ambition pour le moment. La tournée de Martin Fayoulou dans l'ancienne province de l'Équateur, je parle de l'ancienne configuration, ne vous a pas effrayé? Oh, pas du tout. Je crois que Martin Fayoulou, c'est un leader national aujourd'hui dans le pays. Et, je ne vois pas pourquoi sa tournée peut nous effrayer. Vous savez, parfois, la population qui vit à l'intérieur veut connaître les hommes politiques de leur pays. Hein, ce qui justifie que à chaque fois qu'il se déplace, il y a parfois des engouements. Mais à Kisangani, lorsque Martin Fayoulou a tenu un discours là-bas à Kisangani, il a dit que je suis le président élu. Les Boyomé lui ont clairement dit qu'il n'avait pas voté. Et que s'ils étaient là, c'était pour l'écouter, c'était pas pour parce qu'il avait voté en 2018. Donc, il y a des curieux comme ça qui s'amènent lorsque vous venez faire votre meeting. Donc voilà, ça ne fait pas peur. Dans la mesure d'abord, la partie Équateur, ce n'est pas les fiefs de Fayoulou, c'est les fiefs de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba qui bat la campagne pour le président de la République en reconnaissant les efforts qui sont menés là-bas, notamment avec l'installation des lumières, une première de l'électricité, une première. Donc voilà, donc c'est le bilan de Tshisekedi qui mettra en mal tous les adversaires politiques. C'est pas des meetings à gauche, à droite que l'on observe. Déjà, nous leur laissons la possibilité de tenir des meetings et même de passer sur la RTNC. Voilà, ça veut dire que c'est vraiment la démocratie, des choses qui n'ont jamais été vécues dans ces pays. Alors, une dernière question pour clore. Les voix s'élèvent pour condamner la promptitude avec laquelle l'Assemblée nationale a levé les immunités de l'honorable Kabound pour le mettre devant de la justice. Est-ce que vous nagez à contre-courant ou bien vous allez nager dans les mêmes veines que ceux-là qui pensent ainsi? Je crois que l'Assemblée nationale a son règlement intérieur et je pense qu'elle a agi en conformité avec son règlement intérieur qui veut que lorsque les parlementaires sont en vacances parlementaires, que la prérogative en rapport avec les levées des immunités soit effectuée par les bureaux. C'est ce qui a été fait. Moi, je ne sais pas entrer dans le fonctionnement interne d'une institution pour condamner les actes qui sont posés. Donc voilà. Quelle suite, comment vous entrevoyez l'avenir? Au devant des juges, il s'en sortira
sain, je pourrais dire sain et sauf, ou bien il sera retenu comme ce fut le cas avec Vital Cameron? Je ne sais pas, je ne connais pas l'issue. J'observe. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de chuter dans les deux de ce jour. Nous avions reçu comme c'est là Chris Mukendi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous pouvez nous faire un résumé de tout ce qui venait d'être dit au cours de cette émission pour que les téléspectateurs de l'hebdo d'avoir une idée beaucoup plus large de ce qui venait d'être débattu au cours de l'émission. On avait parlé comme cela de la MONUSCO, on a parlé de la tournée du président Modeste Bahatilico, président bien sûr de la FDCA, et également des motocyclistes, y compris en fait, on a fait certaines digressions ici par rapport à l'actualité politique du pays. Vous avez votre caméra devant de vous, faites-nous un résumé, comme ça nous allons boucler complètement la boucle. Ben, je crois que tout a été dit. En ce qui concerne la MONUSCO, nous soutenons le discours qui a été tenu par le président du Sénat, mais aussi avec l'ensemble de la population du Nord Kivu qui manifeste pour le départ de la MONUSCO, que nous considérons improductif ici au pays. Ils étaient venus pour instaurer la paix, mais ils n'ont pas réussi à le faire 23 ans durant, et nous militons pour leur départ. Donc, nous soutenons cette démarche-là de population, mais aussi de l'ensemble des Congolais. Et en rapport avec d'autres dossiers, je crois que tout a été clairement dit. Et je vous remercie pour l'invitation. Et je pense que prochainement, je reviendrai avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, quant à moi, je vous dis également merci. Merci d'avoir jeté des compliments sur nous, mais aussi à la grande équipe qui travaille de main de maître pour pouvoir vous produire cette émission de qualité. Alors, je vous dis bye et à la prochaine. Restez-nous toujours fidèles car nous avons un programme, comme j'aime bien dire, un programme attrayant à vous proposer après l'hebdo. Restez-nous toujours fidèles. Bye et à la prochaine.